Donc, rebonjour. Je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation. Donc, nous sommes ce soir réunis pour poursuivre cette série de webinaires organisés par l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. Nous avons le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui le professeur Mortada Zabouri de Montréal. Monsieur Mortada Zabouri, retraité, il est politologue et économiste. Il avait été professeur de relations internationales à l'Université de Montréal, puis expert au gouvernement du Canada. Il va nous parler aujourd'hui du système monétaire et financier global entre crise et dégénérescence. Je vous invite, chers participants, à écouter la première partie qui va porter sur l'intervention de notre invité. Préparez vos questions pour ensuite passer à la deuxième partie débat. Donc, sans plus tarder, je reviens vers notre invité et je lui cède la parole. C'est à vous, Monsieur Zabouri. J'ai mis le micro, hein, ça va? Ok. Bon, باختصار السلام عليكم. اللي حب يهضر بالعربية ما كاش مشكل، بالدارجة ما كاش مشكل، بالفرنسية ما كاش مشكل، المهم تشاركوا. Dans la tradition britannique et donc canadienne, on commence toujours par la conclusion. Donc, je vais commencer par ça pour vous donner l'objectif. Le fikr al-assasiya, c'est que le système financier international ressemble à une vieille dame qui s'est bourrée de botox. Vue de loin, elle paraît belle, mais quand on s'approche, elle est dans un sacré état. Et donc, ça, c'est ça. Bon, je vais essayer de vous dire quelques préliminaires. Le premier, c'est que c'est important pour vous, étudiants, jeunes, de bien comprendre le système financier parce que sinon vous allez le subir, ne serait-ce que par l'obsolescence professionnelle. Donc, il est important de comprendre comment il fonctionne, où il va, et pour pouvoir s'adapter et ne pas se faire d'illusions. Le deuxième élément qui est préliminaire, c'est que même si je vais donner une image d'un système en cours d'effondrement, cela ne veut pas dire que je ne suis pas optimiste, c'est-à-dire parce qu'il y a un nouveau système en gestation qui est certainement plus juste, plus inclusif, qui est en train de se former. Mais entre les deux, il y a un festival de mubadarat, plus ou moins fantaisiste, plus ou moins réaliste, pour trouver d'autres solutions à cette situation. Bon, je voudrais commencer un peu par un certain nombre de considérations théoriques. La notion de système a été beaucoup inspirée par la physique et la mécanique. Donc, une voiture est un système, c'est une série de matériaux qu'on agence d'une certaine manière et ça lui donne une autonomie. Dans la période transitoire, les systèmes sont devenus encore plus flexibles et plus résistants aux inconnus, aux risques, comme on dit, aux incertitudes. Et on a donc introduit des éléments d'électronique. Depuis là, il y a dans la systémique, il y a une rupture qui est en cours. C'est qu'on s'inspire davantage du monde du vivant, et en particulier du cerveau. C'est la neuronique. Et donc, les systèmes sont des smart systems, smart city, smart ceci, smart cela, smart power, etc., etc. Donc, et la capacité des systèmes plus proches du vivant, ils sont évidemment beaucoup plus complexes, mais leur capacité, c'est qu'ils peuvent traiter simultanément un phénomène
et ses effets pervers. Une politique et ses effets pervers. C'est-à-dire, moi, je peux en même temps parler et respirer, par exemple, et mon sang est en train de tourner, mon cœur est en train de battre, etc. Donc, c'est ça les systèmes vivants. Les systèmes vivants sont beaucoup plus complexes. Mais on n'en est pas là, c'est-à-dire on en est encore à ces essais. Et vous devez donc, vous, parce que vous allez être en plein là-dedans, bien comprendre que le bio-learning est devenu l'approche méthodologique dominante de la science, et en particulier de la science des systèmes. Alors, maintenant, nous allons passer à notre système financier et monétaire. Bon, l'élément important, c'est qu'il est à l'intersection de différents phénomènes qui sont à la fois économiques, politiques, culturels, technologiques, internes, externes, etc. Et donc, dans le système financier, il y a une sorte de synthèse de toute une série de phénomènes en même temps. Mais le système qui a été mis en place, disons, depuis la crise de 29, c'est un système qui a deux particularités qui n'ont jamais existé dans l'histoire humaine. La première, c'est qu'il est mondial. Donc, c'est un système mondial. Et le deuxième, c'est que c'était un système dont la finalité principale, c'est la puissance des États-Unis. Avant, il y avait déjà un système qui était construit autour de la puissance britannique, de l'Empire britannique, mais là, c'est la puissance américaine qui est en jeu. Alors, la particularité de la puissance britannique, américaine, c'est qu'ils sont devenus non pas hégémoniques, mais hégémomaniaques. C'est-à-dire le niveau de vie des Américains dépend de l'état du système. L'autre élément théorique, c'est qu'il y a une articulation extrêmement complexe mais importante entre le système monétaire et le système financier. Et le système monétaire, c'est le système dollar. Bon. Pour résumer, depuis 2007, il n'y a plus de système. Il n'y a plus de système, c'est-à-dire la crise de 2007, qui a été maturée par l'échec des guerres du Vietnam, et donc le découplage du dollar de l'or a provoqué une mutation qui fait que le dollar ne mesure plus, la monnaie ne mesure plus la richesse, mais c'est la richesse elle-même. Et donc, ça a développé toute une série de tofeiliettes, dont le tarabendisme algérien, parce que c'est une des répliques de ce système. Donc, l'absence de système a tendance à provoquer une série de désordres, une série de difficultés pour les calculs, et donc un problème avec la rationalité. Parce que si je décide que 1 centimètre égale 10 millimètres aujourd'hui, demain égale 2 millimètres, 3 millimètres, je peux jamais savoir quelle est la taille de ma table. Et donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Et donc, on a des difficultés pour comparer les économies, pour comparer les profits, etc., etc. Le deuxième élément, c'est qu'il a enlevé le besoin de faire des efforts. C'est-à-dire aujourd'hui, un gars qui sort des MIT, un mathématicien, il préfère faire des algorithmes pour la bourse, lancer une rumeur à 11 heures, une autre rumeur à midi, et il gagne $1 million. Avant, il fabriquait des avions. Et donc, ce désordre explique le fait que les Américains n'arrivent pas à gagner une guerre, même avec les Afghans, etc., etc. Toute une série d'échecs comme ça, ou bien la guerre d'Irak qui a été Moramara, irrationnelle. Mais ça aussi explique aussi le printemps arabe. Ça explique
toute une série de phénomènes, dont le prix du pétrole et la khéré. Ça explique en partie, disons. Ça explique le désordre sur le prix du pétrole et la khéré. La difficulté et l'arrière-fond de cette difficulté est liée au fait que les Américains ont refusé de ne plus être la première puissance. Et donc, ils ont créé des solutions artificielles, c'est le Botox, pour rester jeunes. Pour rester jeunes, constamment puissants. Donc, ils impriment. Évidemment, cette instabilité va augmenter avec le temps, mais en même temps, il y a un autre système en gestation qui est en cours. Alors, concernant la finance islamique, il faut bien savoir qu'il y en a deux qui sont complètement différentes. Il y en a une qui est un mécanisme à l'intérieur de l'ancien système. C'est des pétrodollars qui ont été transformés en finance islamique, comme le salafisme, comme toute une série de choses comme ça. Et d'ailleurs, il y a un Dow Jones islamique à New York. Donc, pour vous dire un petit peu Mais c'est le même système, il est un peu différent. Et il y a un autre système de finance islamique qui est basé essentiellement en Malaisie, qui est lui d'une autre logique. Lui, il est tourné vers le financement de la petite entreprise pour qu'elle se lance, c'est-à-dire quelqu'un qui veut lancer un vrai projet, trouve les moyens de le lancer. Alors que l'autre, c'est un système qui consiste essentiellement à recycler les pétrodollars avec des couleurs islamiques. Donc, il faut être précis quand on regarde ça. Ce n'est pas simple. Et d'ailleurs, il l'appelle éthique, c'est-à-dire le halal et compagnie, mais en réalité, c'est du marketing. Donc, il faut s'attendre à ce que le prix du pétrole reste extrêmement instable et n'a rien à voir ni avec l'offre et la demande, ni avec les coûts de production, ni avec... Et puis les entreprises, c'est la même chose. Et donc, ça a créé une bulle spéculative extrêmement importante. Et l'Algérie elle-même est une bulle, c'est-à-dire le vrai niveau de vie de l'Algérie aurait dû être celui du Bangladesh, étant donné les efforts qui sont faits. Mais comme il y avait une bulle, donc ça a donné l'impression aux gens qu'on pouvait être comme les Européens ou comme Saoudiens, je sais pas quoi. Et Saoudia elle-même est une bulle. Et donc ces bulles vont éclater les unes après les autres. Et donc la corruption est devenue un phénomène banal. C'est-à-dire il y a une corruption qui est complètement légale et il y a une corruption qui n'est pas légale, mais c'est lié au fait que de toute façon, imaginez si moi je dois me lever le matin et me dire je dois acheter une voiture, bon, je monte dans mon imprimante et j'imprime la monnaie. J'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'être intelligent, j'ai pas besoin de faire des efforts, etc. Je vais imprimer la monnaie. Et puis, bon, je décide, j'achète n'importe quelle voiture, même si elle se casse demain, je la jette, j'achète une autre, ou j'achète une Mercedes, ou j'achète ce que je veux. Mais si je devais avoir une carrière, avoir un diplôme, c'est un autre type de rationalité. Et c'est pour ça qu'il y a une crise de la rationalité qui est liée à ce phénomène. Et les diplômes, c'est la même chose. Pourquoi apprendre? L'essentiel, c'est d'avoir un bout de papier. J'ai vu des étudiants marocains proches des Omara. Ils louent des étudiants québécois pour leur faire leurs devoirs. Mais il s'en fout parce qu'il veut un bout de papier, parce qu'il sait que sa place est déjà garantie. Mais ça, c'est Tofaïliette qui touche plus les catégories supérieures que les catégories inférieures. Elle touche tout le monde, mais elle touche plus ces catégories-là. Et donc, il y a un véritable problème, d'où ce Hirak algérien, etc., qui en réalité traduit le besoin de revenir vers quelque chose de rationnel, de quelque chose
qui ressemble à quelque chose, etc. Et l'Occident lui-même, il est dans une situation extrêmement difficile parce que c'est cela. Et puis le temps n'a plus de valeur. Je vais vous raconter une blague en passant. Il y a un Japonais qui téléphone en Algérie, qui dit à une entreprise, mon patron va passer dans la région, il va passer en Europe, est-ce qu'il peut rencontrer votre PDG? Il lui dit, je vais vous rappeler. Donc il le rappelle, il lui dit mercredi 11h, 11h30. Puis il raccroche. Puis le Japonais rappelle, il dit, pourquoi vous m'avez donné deux rendez-vous? Et donc c'est ça, c'est-à-dire tout est devenu à peu près, tout est devenu, que ce soit les diplômes, la richesse, comment on devient député, combien on devient président, et puis ça provoque des catastrophes dans le genre, des guerres qui n'ont pas de sens, des choses comme ça. Mais ça, c'est, comme on dit, le chat est en train d'agoniser. C'est la fin d'un système. Alors, le tahaddi qui est devant tout le monde, c'est de bâtir une alternative. Donc là, il y a des débats pour dire on va dédollariser, mais on met un panier de marchandises, l'or n'est pas suffisant, donc on met un panier, des céréales, de l'eau, des choses comme ça. D'autres qui disent non, on va faire une monnaie politique qui va être les DPS, c'est-à-dire la monnaie du FMI. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a maintenant toute une série de pays qui chantent le dollar de leurs transactions. Par exemple, entre le Japon et la Chine, il n'y a plus de dollars. Entre la Turquie et la Chine, il n'y a plus de dollars. Entre la Russie et la Chine, il n'y a plus de dollars. Entre la Russie et la Turquie, il n'y a plus de dollars. C'est-à-dire, le dollar est en train d'être... Parce que c'est un perturbateur. Le deuxième élément, c'est de construire un système qui fonctionne, où les niveaux de vie correspondent au niveau de productivité des agents. C'est-à-dire, si j'ai un niveau de productivité plus bas que les Sénégalais, eh ben, je dois avoir le niveau de vie plus bas que les Sénégalais. Si j'ai un niveau de productivité plus élevé, alors je peux, etc. Et à l'intérieur des pays, c'est la même chose. Je me rappelle une fois, j'avais un oncle qui était un peu analphabète, mais riche. Il me dit, واش تقرا؟ j'ai dit اقتصاد. قال لي سي واش هذا الاقتصاد؟ قلت له voilà, قال لي مسح محسوب انا نكسب وانت تحسب. Donc c'est un peu la logique de ce genre d'infantilisme. Et donc, il faut vous attendre à ce qu'il y ait un atterrissage. La bonne nouvelle, c'est que les tableaux de bord se sont réallumés. Et donc là, on est en train de savoir qui est quoi, qui vaut quoi, Moi, j'ai vu des ambassadeurs qui arrivent là, mais qui finissent taxieurs parce qu'ils n'ont pas de métier. De fait, ils n'ont aucune profession. À part le galon que leur donne leur pays, ils n'ont aucun... Et j'ai vu des diplômes n'avoir aucune valeur parce qu'ils sont tout simplement achetés, etc., etc. Donc, nous sommes en train de revenir vers la rationalité, mais la transition va être difficile, complexe et parfois surprenante. Surprenante parce que ce qu'on croit être grand devient petit. Voilà, Bartessa, quel est l'état de... Donc, nous n'avons pas de système. Nous sommes en train de chercher un système et si le dollar perd le statut de monnaie de référence internationale, selon les calculs faits par différents analystes, dont moi-même, c'est que le niveau de vie des Américains baisse de moitié. Mais celui des Algériens, il baisse de 3/4. Parce qu'il y a une illusion qui n'a rien à voir avec la création de richesse.
C'est-à-dire qu'à l'époque, quand on crée une école, on dit, OK, ça c'est la finance publique, mais à un moment donné, à long terme, ça va augmenter la productivité de temps. Sinon, c'est une charge. Quand on a des fonctionnaires, c'est la même chose. On dit, écoute, les fonctionnaires, ils ne créent pas de richesse, on peut les supporter parce que d'autres créent de la richesse. Si on a des soldats, c'est la même chose. Si on fait des guerres, c'est la même chose. Aujourd'hui, on peut financer ça avec des illusions. Et donc, c'est une période presque pathologique, plus que rationnelle, qui ressemble plus à une forme de gériatrie des élites. Et c'est pour ça que c'est pas important de contester. Ce qui est important, c'est de bâtir le Badil, à la fois individuellement et collectivement, parce que contester, ça ne sert qu'à faire ce qu'on appelle dans les théories des organisations du bruit. Du bruit, c'est-à-dire quand quelque chose ne fonctionne pas bien, on proteste et puis c'est tout. Et donc, cette période ressemble à celle du XVIIe siècle, où d'ailleurs est née la science économique. Et d'ailleurs, la première question que se sont posées les Anglais, c'est quelle est l'origine de la richesse? Et Adam Smith, quand il a écrit La richesse des nations, pas des individus, il a essayé d'expliquer que la richesse naissait dans les ateliers ou les laboratoires. Et nulle part, tout le reste, ce n'est que de la distribution. Partisar, voilà. C'est vrai que je suis un peu surprenant, mais c'est ça. Merci, merci. Afin d'avoir une bonne qualité, je vais essayer de désactiver votre microphone en attendant que... Oui, je vais le faire. Je l'ai fait. Merci, merci. Donc, je vous remercie, Monsieur Zaboré. Donc, vous nous avez donné une idée globale sur le système monétaire. Alors, un système financier, donc pour vous, il n'existe pas. Donc, depuis 2017, il n'y a plus de système. Et là, j'invite les participants à poser des questions sur l'intervention de notre invité, des questions, des commentaires, afin de lancer le débat. Donc, je vois qu'aucune question n'a été rédigée. Donc, je vous invite directement à prendre la parole ou alors à la rédiger. Bon, entre-temps, je vais demander à notre invité de nous développer l'idée où vous nous avez parlé de la famille qui est en Algérie. Donc, quelle est votre opinion sur la chose? Pour l'Algérie, je n'ai aucune idée. J'ai bien l'impression que c'est quelque chose de relativement nouveau. Mais le cas des pays arabes en général, c'est un sous-système de l'ancien système financier. Et les pays francophones arabes, c'est-à-dire l'Algérie, le Liban, des choses comme ça, ils sont restés sur le système plus proche de la France, qui, lui, à la période des systèmes mécaniques. Donc, il est déjà obsolète, y compris par rapport au système américain, quand il était plus, disons, plus électronique. Mais en Turquie, en Malaisie, il y a la finance islamique, c'est un incubateur d'entreprises qui crée de la richesse. Par exemple, complètement à l'est de la Turquie, j'avais fait le voyage là et j'ai fait l'étude sur place. C'est quelqu'un qui est venu de Chicago et qui a lancé une banque avec les paysans, des paysans extrêmement pauvres. Ils devaient donner $1 par mois. Et puis là, ils ont créé des micro-barrages pour faire des produits de luxe,
des champignons spéciaux, des choses comme ça, qu'ils vendaient en Allemagne. Et avec cet argent, ils ont construit une ville entière, Qusayri, une université, une télé-université. D'ailleurs, les étudiants étudiaient à partir de Qusayri en Allemagne, c'est-à-dire les Turcs d'Allemagne. Mais elle était complètement tournée sur la création de richesses. Les universités étaient complètement tournées. Par exemple, ils ont créé un immense département d'agronomie pour faire des produits de luxe, parce que c'est une région très pauvre, montagneuse. Pour donner un exemple, c'est que les paysans et les enfants qui allaient à l'école, en guise de chaussures, ils mettaient une couche de goudron sur la plante des pieds. C'est ça les chaussures. C'était ça leurs chaussures. Mais maintenant, et c'est de là qu'Erdogan vient, par exemple. Mais en Malaisie, c'est la même chose. C'est des incubateurs d'entreprises qui créent de la richesse. Et d'ailleurs, quand il y a eu le choc financier, le Premier ministre de Malaisie avait complètement refusé les solutions du FMI de l'époque, parce que le FMI lui-même est en train de changer maintenant et est en train de devenir un des acteurs qui essaie de trouver le système alternatif. Mais la finance des Émirats, de l'Arabie saoudite, etc., c'est essentiellement une finance qui revient au même, c'est-à-dire on ne prend pas l'intérêt, mais on le prend différemment, et surtout c'est une façon de faire un pont avec les milieux que l'on dit plus religieux. Et donc, ça pose un problème plus général, c'est que la question n'est pas celle de savoir s'il faut fonder les institutions sur l'islam. La question, c'est quel islam pour le XXIe siècle? Parce qu'il y a un certain nombre de dogmes et de la piété, mais l'ordre social, c'est une innovation. Et lorsqu'on répète ce qu'il y avait au XIVe siècle, ou l'on répète le modèle français, on est toujours dans le chaos. On est toujours dans le chaos. Ce qu'il faut, c'est inventer. Et la Turquie a réussi à le faire, la Malaisie a réussi à le faire, le Pakistan est en train de réussir à le faire, le Bangladesh est en train de réussir à le faire. D'ailleurs, les leaders sont essentiellement des femmes, parce que c'est un pays plutôt matriarcal. Et puis, ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est lié au fait que le XXIe siècle a ses propres caractéristiques, qu'il faut comprendre et qu'il faut trouver un moyen de mesurer l'effort. Parce que la monnaie et le système financier, leur fonction, c'est de mesurer l'effort et la performance. En termes comparatifs, c'est ça et ce n'est pas autre chose qui est en jeu. Et ça, le fond de la question, c'est à la fois une question éthique, mais aussi une question économique, mais aussi une question technique. C'est le problème. Merci. Je vais lire une deuxième question. Alors, la question de notre brillant étudiant Yassine Iznadi. Donc, je cite, concernant l'Algérie, est-ce que c'est le bon moment de sortir de l'indépendance du pétrole, tandis qu'il y a un nouveau système financier qui émerge, ou on est déjà en retard? Et quel sera le rôle de la bourse dans un nouveau système financier? Dans le cas du pétrole en Algérie, c'est fini. De toute façon, c'est fini. C'est-à-dire, même si on veut s'appuyer sur le pétrole, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le pétrole n'est déjà plus une rente. C'est-à-dire, il faut beaucoup de technologie pour sortir un baril. Et
Maintenant, c'est les offshore, les gisements les plus complets. Ensuite, la tendance mondiale, c'est à la décarbonisation, c'est-à-dire à l'abandon du pétrole au profit d'autres solutions. Et les grandes solutions vont arriver vers 2025, parce que les grandes solutions sont encore en laboratoire, que ce soit des avions qui marchent au panneau solaire ou les voitures électriques ou l'abandon des plastiques. La deuxième des choses, c'est que, donc c'est clair qu'il y a une cure d'amaigrissement à faire en Algérie. Il y a une cure d'amaigrissement pour remettre chacun à sa place et pour pouvoir construire à partir des efforts réels. La deuxième des choses, c'est est-ce que c'est trop tard? Ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard et justement, ce qui est intéressant, c'est que la particularité de l'agitation en Algérie, c'est qu'elle prépare davantage l'avenir que ce qui se passait avec les printemps arabes, qui était plus une convulsion liée à ces crises-là. Mais il faut être patient parce que les solutions ne se construisent pas en quelques semaines. Et la solution n'est pas seulement politique. Elle est de tous ordres, elle est morale, elle est économique, elle est esthétique, elle est dans les relations interpersonnelles, elle est familiale, elle touche le politique évidemment. Mais évidemment, c'est pour ça que j'ai pas diffusé l'invitation parce que je préfère qu'il y ait le maximum de jeunes qui m'écoutent parce que c'est eux, parce que les gens âgés deviennent incompétents, non pas parce qu'ils étaient incompétents toujours, des fois ils étaient compétents, mais le problème c'est que ils appartiennent au monde du XXe siècle, au monde du XXe siècle avec ses particularités. Yassari, Amin, Islami, Mao Islami, des histoires comme ça. Tout ça, ça fait partie du XXe siècle. Le XXIe siècle pose d'autres problèmes. Par exemple, en Kabylie, ils parlent la langue kabyle. Mais les vrais parents, ce qu'ils cherchent, c'est des études qui donnent un emploi demain aux jeunes. Donc, si tu décides que l'école doit être en kabyle, alors il faut investir pour que ça devienne une langue de la science, de la technologie. Et là, il y a des efforts qui sont faits. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais la même chose pour l'arabe. Si tu décides que c'est l'arabe, bon, est-ce que l'arabe est prêt, pas prêt, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. La bourse maintenant, la bourse algérienne fait partie des bulles. C'est une illusion. Il n'y a pas de bourse en Algérie. Elle n'a jamais fonctionné. Mais pour qu'il y ait une bourse qui fonctionne, il faut qu'il y ait de vraies entreprises, de vrais entrepreneurs, un vrai marché, que tous les perturbateurs, que ce soit les bureaucraties, les procédures, les histoires comme ça, soient abandonnés, qu'on ne devient pas riche parce qu'on a une relation, mais parce qu'on fait tel effort. Et enfin, il n'y a pas de système idéal, mais disons, c'est ça qui dominait à un moment donné, et que l'on se transforme en bâtisseur. Donc, si on veut faire, déjà l'économie informelle, d'une certaine manière, elle était un peu plus rationnelle. Un peu plus. Mais dans le cas algérien, elle était plus liée vers le négoce, alors qu'en Italie, c'était plus les cordonniers même là, à Montréal, il y avait un système d'économie informelle italien. C'est-à-dire, tu vas chez le coiffeur, tu le payes pas parce qu'il vient chez toi, chez le boucher, il prend la viande et puis, etc. Il va chez le mécanicien. C'est pour ne pas payer les taxes. C'était ça l'idée principale ici. Mais déjà, elle est plus productive. Donc, si l'économie informelle a des avantages, il lui manque une chose, c'est de devenir plus productive. Parce qu'on ne peut pas, parce que les gens ont besoin de produits réels ou de services réels. Et donc, c'est ça l'élément important. Moi, j'ai des voisins ici, s'il n'enlève pas la neige, quelqu'un glisse, ben il paye. Il paye le médecin pour qu'il soit soigné. C'est-à-dire la responsabilité
est extrêmement importante. Si tu fais un mauvais produit, tu fais faillite, et puis c'est tout. Et puis c'est ça qui a, en fait, le secret de l'émergence de l'Europe vient du fait qu'à un moment donné, ils ont été extrêmement rationnels. C'est-à-dire, c'est l'effort qui payait. Mais actuellement, l'Europe, voilà, c'est le Botox. C'est le Botox qui est en train de faire vivre tout ce monde-là, et l'Amérique, c'est encore pire. Mais par exemple, dans la crise de 2007-2008, on donnait des primes de 50 millions de dollars au PDG alors que l'entreprise fait faillite. Pendant que les mêmes entreprises au Japon, quand elles faisaient faillite, le PDG en CA, il leur dit: je suis désolé, c'est de ma faute. Il se fait harakiri, il se poignarde. Quand on a demandé à des gens, mais comment ça se fait qu'en Europe, il dit: parce qu'ils n'ont pas d'honneur. Donc ça vous donne une idée donc ce n'est pas seulement un problème technique. Oui, il y a un problème technique. Par exemple, la fintech aujourd'hui devient un marché fabuleux. Mais le plus grand marché, c'est le marché chinois. En Chine, il n'y a plus de monnaie. Même les marchands ambulants, tu les payes avec ton téléphone. Mais c'est de la vraie monnaie qui correspond à des vrais produits. Voilà. Très bien. Alors, je vais prendre une question qui va dans le sillage de votre réponse. Donc, c'est concernant la Chine. Alors, j'ai une question. Alors, selon le participant, j'ai une question sur la Chine qui tente de financer ses besoins en pétrole, en pétrolienne, pour sortir des pétrodollars. Est-ce qu'on est vraiment vers un nouveau système avec, pour la Chine comme leader, ou c'est juste un changement de leader au sein du même système? D'abord, revenons au pétrole. Il faut faire la différence entre le produit, qui peut avoir une certaine utilité, et le régime. Le régime, c'est-à-dire dans quelle organisation se faisait le commerce du pétrole. Le pétrole était dans un régime hérité de l'Empire britannique, qui est un régime associé au dollar. Ce système est fini. Ce système est fini, mais aussi le pétrole comme produit devient un produit marginal. C'est-à-dire les Chinois, oui, ils ont encore besoin de pétrole, mais bientôt, ils n'en auront plus besoin. Ils n'en auront plus besoin parce que il est en train d'être remplacé comme énergie et comme matériau par des produits différents. Mais l'Allemagne fait la même chose. Il y a 1 milliard d'heures de recherche par mois pour passer au post-carbone économique. Ici, au Canada, par exemple, il y a des villes comme Toronto, qui est la plus grande ville du Canada, qui fait 5 millions d'habitants. C'est zéro waste, zéro déchet en 2025. C'est-à-dire, on recycle tout. Et la première matière première, comme disait Angela Merkel, c'est les ordures. Et donc, le pétrole, c'est fini. Je veux dire, il va rester. Il y a une transition parce qu'il y a de nouveaux pays qui viennent. Nous, on avait fait un calcul avec des amis. Si les Chinois avaient la moitié des voitures pour 1000 habitants du Canada, pourtant ils en produisent, et c'est le plus grand producteur de voitures dans le monde, 28 millions. Mais s'ils avaient la moitié des voitures pour 1000 habitants, c'est-à-dire ramenées à 1000 habitants, et s'ils étaient de moitié de la puissance de celle du Canada, en termes de chevaux vapeur, plus personne ne verrait le soleil. Alors, pour le cas de l'Inde, c'est encore pire, parce qu'elle a encore moins de marge de manœuvre. Et donc, c'est pour ça que c'est l'avenir, c'est le tramway, c'est le train, c'est la voiture électrique, c'est etc., etc. C'est fini. Ici, par exemple, au Canada, depuis cette année, ils ont changé la fiscalité. Quand vous ouvrez le robinet, vous payez une unité pour l'eau qui sort du robinet.
mais vous payez 2 unités pour celle qui va dans l'égout. Alors, du coup, les gens ne plantent plus de gazon, etc., parce que c'était plus possible. C'est tout simplement plus possible. C'est-à-dire, à 1 degré de réchauffement de plus, l'Angleterre entière est sous l'eau. La Floride entière est sous l'eau. La moitié du Bangladesh. Et donc, mais il y a une période de transition. C'est-à-dire, bon, nous avons raté les années de Bahboha pour faire quelque chose d'intéressant, mais il y a encore une petite marge de manœuvre. Mais il faut bien savoir, c'est qu'il n'y a qu'un seul gisement, c'est la sueur et l'intelligence. Il n'y en a pas d'autre. Tout le reste ne sont que des facilitateurs. D'une façon générale, même les ressources naturelles, en général, les Japonais, ils ont modifié la comptabilité nationale, par exemple, et ils calculent le service qu'offre un arbre, par exemple. Et donc, du coup, un arbre qui reste planté rapporte plus qu'un arbre coupé avec lequel on fait du bois. Parce qu'il purifie l'air, parce qu'il contrôle l'eau, parce que... c'est-à-dire, tous les biens, c'est de l'ordre de 15%, à l'intérieur desquels le bois ne représente que 7%. Mais les services, c'est-à-dire, ils purifient... Alors, par exemple, comment ça s'appelle la boîte il y a une boîte japonaise d'électronique. Quand elle fait une usine, elle calcule le footprint, c'est-à-dire l'impact sur la nature de ses activités, et elle dédommage la population. Elle dédommage la population pour les dégâts qu'elle provoque sur l'eau, sur l'air, sur le bruit. Résultat, c'est que ces entreprises font des choses de plus en plus avec des empreintes de plus en plus faibles, parce que ça leur coûte. Ça, c'est en dehors de la fiscalité. Et le footprint est calculé maintenant. Et donc, maintenant, l'année prochaine, par exemple au Canada, on va payer plus pour ce qui sort du tuyau d'échappement que ce qui rentre dans le réservoir de pétrole. Par exemple, parce que les dégâts sur l'air provoquent des cancers, provoquent des algues, provoquent, etc. Et c'est ça qui est calculé, donc tu dois le payer. C'est tout. Et donc, le pétrole devient essentiellement une assiette fiscale dans ces pays-là. Et c'est pour ça que les gens... moi, je suis étonné. Là. Je travaillais au niveau du gouvernement. Quand quelqu'un vient en voiture, on me dit de lui, il est sale. Le ministre venait en vélo. Bon, c'est tout aussi simple que ça. Et le parc vélo est plus important. Mais ces changements, c'est les 3-4 dernières années, parce que la résistance était là. Parce que le problème, c'est que le pétrole, c'est l'assise du dollar. Et donc, le fait de marginaliser le pétrole, c'est de marginaliser le dollar aussi. Et ça faisait que la résistance était essentiellement nord-américaine. Mais aujourd'hui, les grandes banques, je vais vous envoyer un PowerPoint. Les grandes banques, c'est-à-dire il y a 14 banques qui contrôlent 80% du mouvement des capitaux dans le monde, ont décidé de couper complètement les ressources à tout ce qui est pollueur. Les Rockefeller, les je sais pas qui, les Morgan Stanley, etc., les Citibank, etc., et mettent leur argent dans tout ce qui est économie circulaire, économie verte, recyclage, biopharmacie, etc., etc., parce qu'ils ne veulent pas de désordre, parce que c'est leur argent qui est en jeu. Et eux, ils partent à partir de leurs intérêts. Et donc, du coup, des pays comme le Canada, etc., s'inquiètent d'être asphyxiés financièrement, et donc ils se mettent sur cette voie-là. Mais ça va être dra ou la blaha. Sinon, c'est la catastrophe. Il y a une simulation qui a été faite. Si il y a 1,5 de réchauffement de la planète, il y a 400 millions d'Indiens qui immigrent vers l'Europe. Alors, je ne sais pas si l'Europe sera encore européenne. Et donc, ça pose des problèmes énormes. Et ça, c'est lié au fait qu'on a cru à un moment donné que la richesse, on pouvait
l'a créé par illusion. Alors, moi, j'étais étonné en Algérie, c'est que les gens s'inventent des statuts. L'important, c'est de répondre, c'est pas tellement de régler le problème, que ce soit dans les problèmes d'héritage. Et ça, ça veut dire que c'est les jeux de statuts. Un dernier commandant, je sais pas quoi, ça, enfin, les gens inventent des statuts et ils en font un registre de commerce. Et les plus malins, ce sont ceux qui arrivent à convaincre les autres qu'ils ont tel ou tel statut. Moi, j'ai vu quelqu'un, il a construit une maison avec 20 chambres. En plus, il était stérile, il n'avait pas d'enfant. Je lui dis, mais pourquoi tu fais 20 chambres? Il me dit, tu vois, donc c'est un peu des, une forme de folie qui a pris les gens et qui fait que, d'ailleurs, je vois que là, il y a beaucoup de filles, entre nous soit dit, c'est que les femmes sont un peu plus rationnelles. Elles sont très déçues par les hommes, mais elles sont un peu plus rationnelles. Et peut-être parce qu'elles élèvent des enfants, je ne sais pas quoi. Mais d'une façon générale, les dégâts peuvent être dramatiques. L'effondrement de l'URSS est lié à ça. C'est-à-dire, même si c'était, on croyait que c'était un autre système, mais c'était lié à ça. Mais les Russes ont décidé de sacrifier l'URSS pour sauver la Russie, pour passer à un autre système. Ils ont décidé qu'ils n'étaient plus européens, mais qu'ils étaient plutôt eurasiatiques. C'est-à-dire, même c'est une refonte de l'identité. Donc, ça va beaucoup plus loin que des problèmes de finance ou d'écologie. C'est des problèmes de sens de la vie. Merci, Monsieur Zabori. On va enchaîner avec la prochaine question. Donc, c'est l'étudiant Bengasmi Houssam-Eddine. Faut-il ouvrir le secteur bancaire et le préserver des interférences politiques pour lui accorder l'autonomie suffisante dont il a besoin pour s'adapter à une économie ouverte? C'est des questions typiques qu'il faut éviter. Vous savez, il n'y a pas de banque en Algérie. Parce que la banque, son principal commerce, c'est de vendre du temps. Les intérêts, c'est le temps. Le temps n'a pas de valeur en Algérie. Et donc, donc il ne peut pas y avoir de banque, qu'on change de procédure ou pas. C'est-à-dire, il faut une culture entrepreneuriale. Avant, les paysans, quand ils plantent des figues, un figuier, il sait qu'il va donner dans telles années, tant d'années. Quand ils plantent des tomates, il sait que ça va donner dans tant de mois. Aujourd'hui, le temps n'existe plus. Alors, on a inventé un temps bureaucratique, c'est le temps des procédures, des relations, de je ne sais pas quoi, mais c'est un temps artificiel. Donc, pour pouvoir avoir des vraies banques, c'est clair qu'il faut les débarrasser de toutes les considérations bureaucratiques qui existent actuellement, mais surtout, il faut réhabiliter la valeur du temps. Il y a une blague qui circule, on dit pourquoi ils l'ont appelé comme ça, c'est parce que partons te dire Djaradwa. Et, et donc, mais ce n'est pas une critique, c'est juste, je veux dire, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste pour que vous compreniez que le nettoyage à faire, c'est un nettoyage mondial dont l'Algérie s'est impliquée dans ce nettoyage par la crise actuelle, et c'est tant mieux parce que le fait de ne pas s'impliquer, c'est plus grave parce que ça veut dire que c'est le Botox. Mais en même temps, il faut savoir que ça va être dur. Ça va être dur parce que on va dire à 90% des juges, vous n'êtes pas des juges, vous n'êtes pas des vrais avocats. On va dire à plein de bureaucrates, vous n'êtes pas des commis de l'État. On va dire à plein d'ambassadeurs, vous n'êtes pas des diplomates, etc. On va dire à des généraux, vous n'êtes pas des généraux, vous n'êtes pas capable d'être des généraux, etc. etc. Et donc, le véritable enjeu, c'est que pour bâtir de vraies banques, c'est qu'il faut réhabiliter l'entreprise.
c'est l'entreprise qui va être la source. Et pas, il y a des choix à faire. C'est soit que les Algériens veulent avoir un certain niveau de vie, un peu comme celui qui existe. Et dans ce cas-là, il faut être innovant. Il faut faire partie des gens qui inventent des solutions particulières. C'est un peu le choix qu'a fait l'Iran. Ou bien on fait des produits simples et on accepte le niveau de vie du Soudanais, du Bangladesh, des trucs comme ça. Il ne faut pas croire que les Chinois n'ont pas souffert pour devenir ce qu'ils sont devenus, mais c'est parce qu'ils ont accepté de commencer par créer une énorme machine qui transforme des paysans en ouvriers en faisant des produits simples. Mais à côté de ça, ils ont préparé la nouvelle économie et maintenant ils passent aux technologies nouvelles. C'est ça. Parfait. Merci, Monsieur Zaboré. Donc, vous avez répondu à la question. On va prendre une autre question de Monsieur Chérif, qui est un ami sur LinkedIn. Alors, les banques islamiques ne fonctionnent pas de la même manière. Elles sont plutôt versées dans l'intermédiation commerciale et la prise de participation. Peuvent-elles être des banques dans ce cadre? Une banque, sa fonction, c'est toujours l'intermédiation. L'intermédiation entre ceux qui ont de l'argent et ceux qui en ont besoin. Une intermédiation entre aujourd'hui et après-demain. Donc, c'est clair que. Mais le problème, c'est que cette intermédiation, sa fonction principale, c'est de générer de la productivité, de l'économie réelle, qu'elle soit de l'économie de service ou que ce soit de l'économie de, de biens, mais elle crée. Ici, par exemple, quand on fait une ligne de métro, on sait que ça va être rentable dans 20 ans, donc on finance, mais on dit combien de minutes vont gagner ceux qui travaillent pour aller de leur maison vers le travail. Parce que si on sauve 100 000 heures, par exemple, c'est rentable. Au lieu de les passer dans les transports, on les passe dans les. Moi, quand je fais une conférence comme celle-là, juste pour vous dire, c'est-à-dire nous sommes à l'étranger, si je la fais avec le Vietnam ou avec n'importe quel, avec Berkeley, c'est payé parce que ça a des incidences, des incidences sur la productivité, sur l'utilité. Bon, nous, on le fait par amour de l'Algérie, des Algériens et de nos jeunes, etc. Mais ce qui est bénévolat, c'est très clair, ça c'est du bénévolat. Mais sinon, si j'ai fait une conférence hier avec Berkeley, c'est 1000 $. Il n'y a pas de. Mais Berkeley peut gagner peut-être 100 000 $ dans cette affaire-là, ou je veux dire, c'est une chaîne. Donc, le problème, c'est que on ne peut pas faire de l'intermédiation entre des jeux d'ombre. Et le problème, c'est que entre les fortunes, les affaires, le temps, etc., il y a un problème énorme en Algérie et c'est celui-là qu'il faut résoudre. Et je crains que ce n'est pas suffisamment discuté. Merci, merci Monsieur Zabouri. On prend
une dernière ou une avant-dernière question. Étant donné, toujours dans la finance islamique, hein, c'est vraiment, vous avez pris l'exemple de la finance islamique et on essaie de comprendre plus. Donc, étant donné que la finance islamique ne repose pas sur l'intérêt, comment fixe-t-on les marges sur les opérations commerciales et la participation au profit des sociétés dans lesquelles elles investissent? Donc, c'est plutôt un commentaire qu'une question. On va la tourner en question. Euh, le fait d'abandonner l'intérêt tel que ça a été fait par un certain engouement pour ce genre de solution, euh, parce qu'il n'y a plus d'intérêt en réalité. C'est redevenu une usure. Parce qu'il y a une différence entre l'usure et l'intérêt. L'usure, c'est dans la période féodale qui existait, alors que l'intérêt rémunère le risque. Là, les banques ne prennent plus aucun risque, c'est de l'usure. Elles prennent de l'argent pour rien. Et donc, c'est une réaction. Maintenant, et donc c'est quelque chose de sain. Et en réalité, c'est quelque chose en avant. Et d'ailleurs, dans l'islam, s'il a été introduit, c'est parce qu'il y avait une tradition d'usure. C'est-à-dire, on te dit, tu dois déplacer des produits des Mèches jusqu'à, je sais pas quoi, au Yémen, pour ne pas te faire attaquer. Alors, donne-moi tant d'argent et donc je vais te protéger, je vais protéger ton chemin, etc., etc. Ou je t'assure, ou des choses comme ça. C'était de l'usure, parce qu'on créait l'insécurité pour pouvoir se financer sur cette insécurité. C'est comme aujourd'hui, les pharmaceutiques, elles créent les maladies pour pouvoir vendre les médicaments. Euh, donc, mais la participation au risque de l'entreprise, c'est plus sain. Mais il faut que ce soit un vrai risque. C'est-à-dire, si moi, je veux faire des boulons pour des besoins X, je prends le risque que je suis compétitif, que j'ai la qualité qu'il faut, que je réponds à un besoin précis, etc. Et donc, si la banque me finance, c'est-à-dire si elle utilise les avoirs de quelqu'un d'autre, elle partage avec moi le risque, et ça, c'est plus rationnel. C'est clair que c'est plus rationnel. C'est plus rationnel, mais dans un système général, un système monétaire et financier qui est, lui, rationnel. Et c'est ça le problème et ça, c'est un problème mondial. C'est un problème plutôt mondial, mais qui est en cours de solution. Je vous dis tout ça parce que en 2017, c'est fini là. On change le nouveau système est déjà, par exemple, les Russes, les Turcs, les Chinois, les Iraniens ont mis en place déjà une série de technologies de fintech, parce qu'il y a un élément fintech. Pourquoi c'est le SWIFT, par exemple, pour faire le change des monnaies, les, les, comment dirais-je, le télécommerce, etc., etc. Les équivalents ont été créés déjà. Ont été créés, mais nous avons une tradition. On a déjà, par exemple, la route de l'or qui était à l'ouest, on échange, la monnaie de réserve, c'était le melh. Parce que le melh réglait le problème du goitre des pays africains contre l'or. Et c'est Touareg, Tlemcen qui administrait. Et vers l'est, il y avait une route vers le Soudan qui fonctionnait de la même façon. Et c'était l'argent, je pense, qui était la monnaie de référence, le métal de référence. Et donc, la rationalité ne peut pas être micro si elle n'est pas d'abord macro. Mais elle peut devenir macro à partir d'une multitude d'initiatives micro. Et ça transite par la compréhension de l'enjeu qui est devant nous. L'enjeu qui est devant nous et qui est un enjeu à la fois éminemment technique, parce qu'il faut, moi, je donne un exemple, c'est-à-dire on ne peut pas faire
du commerce différemment si on n'introduit pas une certaine production de logiciels, de solutions, de télécommerce, si on ne se protège pas de la nouvelle criminalité, etc., etc. De la même façon, si on ne change pas la comptabilité pour calculer la véritable valeur d'un produit. Je vous dis par exemple, moi j'ai été étonné, j'étais à quatre pattes il y a une année et demie pour regarder les boîtes pharmaceutiques, ce qu'il y avait dans les placards de ma mère. 90% c'est des poisons, c'est du poison, que ce soit les médicaments, que ce soit les graisses, que ce soit... Pourquoi? Et ça, ça crée une industrie pour la médecine. Et donc, il faut régler tous ces problèmes-là. Et c'est pour ça que, disons, l'enjeu critique, c'est de bien comprendre que nous avons affaire à un point de rupture et que dans ce point de rupture, nous disparaissons ou nous sommes un des acteurs du changement. Parfait, merci Monsieur Zaboré. Je vais essayer de reprendre quelques idées que j'ai pu marquer. Donc, vous avez introduit une idée sur le système financier. Donc, vous avez insisté sur le fait du besoin de comprendre le système financier pour ne pas le subir. Vous avez parlé de la notion de l'intersection du système financier avec d'autres domaines économiques, politiques, culturels, technologiques. Vous avez repris l'année 2007 où vous avez souligné qu'il n'y a pas actuellement de système. Donc, cette absence de système, elle a engendré une série de désordres. Cette série que vous avez eu l'amabilité de dévoiler à travers des exemples. Vous avez insisté sur le besoin de revenir vers la rationalité. Donc, la rationalité, c'est vraiment un concept à adopter pour avancer. Vous nous avez conseillé de bâtir, de ne plus contester, mais plutôt de bâtir. Et là, comme guise de conclusion, j'aimerais bien que vous nous donniez des perspectives sur cette notion, comment bâtir cette nouvelle Algérie, puisque nous avons avec nous des jeunes qui gardent l'espoir malgré ces années de bahbouha que nous avons manqué. Mais aujourd'hui, il y a un défi. Donc, vraiment, j'ai envie que vous nous donnez de l'espoir à travers votre intervention pour pouvoir, comment dirais-je, viser cet objectif de bâtir. Merci, enfin, j'espère que c'est utile. L'espoir, il vient fondamentalement, nous sommes un peu comme à la veille de la révolution industrielle, c'est-à-dire à la veille d'une autre grande solution qui va structurer. Les gens qui réussissent, ce sont les gens qui comprennent le défi. Et c'est pas la peine de chercher qui est coupable, parce que ça n'apporte rien. L'important, c'est de trouver quelle est la solution. Or là, ce qui se passe, c'est qu'il y a un énorme mouvement mondial pour trouver des solutions. Et le fait que en Algérie, la crise s'exprime comme elle est en train de s'exprimer, c'est une preuve de bonne santé, plus qu'une preuve de chaos. Mais le grand défi, c'est de bâtir un système éducatif capable d'aider à comprendre les enjeux et capable de fabriquer des gens capables de fabriquer les solutions. Et ça, par exemple, là, il y a un énorme handicap. Et les choix à faire ont toujours un coût. C'est-à-dire, si je décide, par exemple, d'ouvrir l'école à tout le monde, eh ben, ça
coûtant. Si je décide de la faire payante, c'est moins coûteux, mais j'exclus les temps. Il y a des choix à faire. Par exemple, pour devenir citadin en Chine, il faut 10 années de stage et ensuite avoir un diplôme pour devenir citadin. On ne peut pas devenir citadin. Mais en Algérie, c'était comme ça à l'époque. Alger était fermé à 9 heures du soir, et puis c'est tout. Des choses comme ça. Donc, là, il faut faire des choix. Ce qui est important pour le cas algérien, c'est que la valeur de fond, c'est qu'il faut des ascenseurs sociaux. C'est-à-dire, c'est un pays plutôt, il a un penchant égalitariste, et l'important, mais ce n'est pas d'être tous au même niveau, mais que tout le monde ait droit à un espoir. Tout le monde peut progresser dans son domaine ou dans un domaine X à partir de sa position, et c'est ça qui est la particulière. Mais c'est un peu vrai aux États-Unis, c'est un peu vrai en Chine, c'est moins vrai en Égypte, c'est moins vrai en Russie, c'est moins vrai en Inde. En Inde, tu peux rester très pauvre et tu acceptes ta pauvreté. C'est-à-dire c'est un élément culturel. Dans le cas algérien, c'est que les Algériens n'acceptent pas de ne pas euh, avoir ce que les autres ont. Et donc, le problème, c'est mais ces ascenseurs, il faut que ce soit fait de sueur et d'effort. Parce qu'on a corrompu l'idée de l'ascenseur. C'est devenu trop facile. Vous savez, ici, par exemple, si tu fais une dévitalisation, c'est 5 000 $. Mais c'est parce que tu n'as pas lavé tes dents, c'est-à-dire que tu payes. Tu te trompes, tu payes, c'est tout. C'est aussi simple que ça. En Algérie, on a commencé par la médecine gratuite, évidemment, les gens abusaient. Et il n'y a pas eu l'apprentissage. Ici, les gens veillent à leur santé pour partir à la retraite le plus tard possible, etc. C'est-à-dire, donc, ils font du sport, ils font des, je sais pas quoi. Un professeur d'université pour une RHAUT, il prend 2 semaines de vacances tous les 4 ans. Parce que là, il écrit un livre, là, il suit un doctorat, là, il suit des étudiants, etc. Mais il n'y a pas 4 mois de vacances comme. Bon, mais si on veut être plus tranquille, il faut accepter le niveau de vie qui va avec. C'est les choix qui. L'essentiel, c'est de faire des choix. Et moi, je pense que l'Algérie est rentrée dans une période de sahwa, comme on dit, c'est-à-dire douloureuse, parce que euh, pas au sens islamique, mais de sahwa au sens sociétal. Euh, mais l'important, ce n'est pas de s'insulter parce que tout le monde, il y a un effet de système qui a fait que tout le monde est rentré et surtout, les gens n'ont pas compris qu'ils étaient en train d'être piégés dans un infantilisme parce qu'il y avait un projet à un moment donné, c'était de diviser le pays en 13 et de créer un émirat de Hassim Saoud. Donc, ce qui était important, c'était le désordre, mais cette période est passée. Par exemple, maintenant, les Européens, à part quelques petits clubs français, mais c'est pas toute la France, ont intérêt à ce que l'Algérie soit stable. Sinon, comme ils disent eux, c'est 100 millions d'émigrants africains. Donc, ça devient, mais il faut traiter ça de façon intelligente. C'est-à-dire, si tu veux ma stabilité, alors aide-moi à trouver les solutions. Et moi, je peux t'aider en stabilisant les jeunes, etc., etc., enfin, des choses comme ça. Mais à un moment donné, effectivement, la situation était inquiétante parce que tout le monde était d'accord sur une chose, c'est de dissoudre le pays. Les milliardaires, ils mettaient leur argent à l'extérieur et les jeunes, ils faisaient la queue dans les consulats pour avoir les visas. Donc, tout le monde était d'accord pour liquider le pays, puis c'est tout. Euh, le défi, maintenant, c'est de passer en position de fourmi et non pas de cigale. C'est pas le blabla qui va changer les choses, c'est les petits travaux, les petites choses qui font qu'il se passe quelque chose.
Et là, j'ai confiance parce que moi, je ne... Mais évidemment, toute la charge repose beaucoup sur les jeunes. Et notre fonction, nous qui sommes un peu plus vieux, c'est d'aider ces jeunes à réussir ce défi parce que le défi est énorme. Vous savez, avec le corona, la personne la plus respectée, c'est Angela Merkel. Pourquoi? Parce qu'elle dit simplement, je ne sais pas. L'essentiel, c'est qu'il y ait le moins de morts. Dites-moi quelles sont les solutions. Alors que d'autres disent, oui, je sais, je fais ça, je fais ci, je fais je sais pas quoi. Elle dit, je sais pas. Alors il l'appelle la maman maintenant parce que l'important, c'est qu'elle exprime un certain sentiment pour que les gens soient protégés. Euh, il faut une véritable rééducation de tout le monde, les gens ordinaires comme les gens à un certain niveau, et il faut perdre définitivement le syndrome du statut, normalement un arani, parce que c'est comme ça que les gens s'enferment dans des ghettos qui ne sont pas des solutions. Mais ceci dit, personnellement, je suis très optimiste, mais c'est la transition qui va être complexe. Et là, c'est l'intelligence qui va jouer. Merci, Monsieur Zabouri. Nous avons avec nous Kikou comment qui rajoute pour lui, ouvrir une épicerie exigerait un stage à la personne de 8 à 18 mois en Allemagne et un ingénieur fraîchement sorti de l'université commence en bas de l'échelle de l'entreprise pour mieux comprendre les rouages de production. Donc, il insiste qu'il faut commencer par le bas. En Algérie, ils ne sont pas recrutés par méritocratie, ils ne répondent à aucun critère. Bon, je dirais pas, bon, personnellement, je dirais pas que c'est une règle, il y a toujours des gens qui méritent. C'est vrai que la méritocratie, c'est vraiment un concept, on a besoin que ce concept soit réel, qu'il se concrétise afin d'encourager plus nos jeunes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Monsieur Zaboré. Justement, je pense que l'avenir, mais ça c'est le champ politique, il est davantage pour les méritocraties plutôt que pour les démocraties. Parce que les problèmes deviennent complexes et demandent, mais la méritocratie, ça ne veut pas dire que il y a des gens qui ont du mérite, parce qu'il y en a tout le temps, dans tous les pays. Ça veut dire que l'ensemble du système valorise et met en valeur les gens qui font des choses de bonne qualité. Et en Algérie, c'est pas du tout le cas. Un ministre, il peut être il se passe rien. Il peut faire des choses extraordinaires et il se passe rien. Un ouvrier peut faire la même chose, un policier, n'importe qui. Et l'Occident est dans le même problème, à l'exception de l'Allemagne, justement. Et pour parler juste de cette notion d'épicerie, avant, les épiciers, c'était essentiellement des Mauritaniens. Mais l'épicier, c'était le pharmacien. C'était parce qu'il connaissait les qualités des épices par rapport à la santé, parce qu'il voyageait beaucoup, il allait chercher plein de choses. Ibn Battuta avait écrit sur cela. Comment il s'appelle? Il y en avait un, Arbo, qui a écrit une sorte d'encyclopédie sur les plantes. Mais c'était des gens nobles, parce que L'attar, c'est ça. oui, la tare, c'est juste les parfums. C'est une branche. Mais l'épicier, c'est les épices. Et en réalité, cette tradition, elle vient de l'Inde. De l'Inde qui est liée. Mais aujourd'hui, on revient vers ce type de biopharmacie. Mais ça veut dire, par exemple, juste pour vous donner un exemple, c'est que pour des raisons que je ne comprends pas, l'Algérie est un des plus grands gisements de plantes médicinales, comme un peu la Sicile. Mais c'est pas mis en valeur, c'est tout. Et nos grands-mères connaissaient le khobbiz, ils savaient quoi faire avec le nazir, ou je sais pas quoi, je sais pas quoi. Mais maintenant, plus personne ne... Mais pour ça, il faut une éthique, parce que euh, l'éthique, ce n'est pas des généralités, c'est pas du blabla. Par exemple, moi, je me rappelle à un moment donné, l'éthique des enseignants, c'est que l'enfant est sacré.
où l'éthique des médecins, c'est le malade est sacré, etc., etc. Enfin, des choses comme ça. Non pas par vertu, parce que les gens vertueux, il y en a, mais c'est pas tout le monde, mais c'est l'intérêt pour que ça fonctionne. Sinon, ça peut pas fonctionner. Donc oui, c'est clair que la notion de, c'est ça qu'il faut rechercher en Algérie, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un général avec une bedaine qui fait. Ça doit être un sportif. On ne peut pas avoir un ministre qui n'est pas compétent, etc., etc. Mais en même temps, on ne peut pas juger quand on n'a pas les capacités de juger. Parce que tout le monde juge tout le monde en Algérie. C'est un peu. Tout le monde pense qu'il peut. Moi, j'ai été étonné la dernière fois, j'étais à un mariage. Tout le monde était médecin, tout le monde était plombier, tout le monde savait comment fonctionne une pompe, tout le monde savait comment Dieu envoie quelqu'un au paradis ou à l'enfer, tout le monde savait pourquoi Bush ou Ben Laden nous fait ceci ou cela. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que pour savoir, la première des choses, c'est de dire je sais pas. J'ai un autre commentaire d'un ami sur LinkedIn. Donc, il vous dit l'Algérie fait l'exception dans son histoire. Ce sont de simples fermiers qui ont pu arracher l'indépendance. Ce ne sont ni les familles aristocrates ni une armée formée. Donc, cette catégorie se voit la légitimité d'accéder à certains privilèges ou certains avantages. Vous savez, 54, euh, il faut en tirer beaucoup de leçons. La première, c'est que les gens instruits ont échoué. Ils n'ont pas compris le phénomène de 54. Et effectivement, c'est la paysannerie qui a pris en charge la chose. Mais aussi, il y avait un esprit. C'est qu'il faut se dire une chose, si je reste en Algérie, l'Algérie, c'est un chantier. Tout est à construire. L'école, les institutions, l'aménagement du territoire, l'éducation, tout ce qu'on veut. Et donc, l'esprit de 54, c'était je donne pour qu'un jour il y ait quelque chose. Donc, quand l'Algérie devient une sorte de Gassa, où tout le monde ramasse ce qu'il peut, ça donne ce qu'on a connu dans les années, la dernière décennie. Ça donne en réalité, c'est quand on arrête de croire que le projet Algérie, parce que c'est un projet ambitieux, est un projet beaucoup plus complexe et il demande du temps. Pour rester dans votre domaine, par exemple, si je veux faire des vraies banques, c'est un projet de 10-15 ans parce que ça veut dire que les gens comprennent la valeur du temps, la valeur du risque, l'économie réelle, etc., la confiance qu'on se reconstruit, etc., etc. Et ça demande du temps, c'est tout. Euh, je me souviens du dernier webinaire que vous avez fait sur les prospectives, l'Algérie, le CAP 2054, c'était ça, pour marquer l'année 1954. Et j'aimerais bien que vous nous donniez un petit résumé sur votre intervention parce que j'ai bien aimé la conclusion surtout. Merci d'activer votre microphone, s'il vous plaît. Le choix de 2054, c'était pas moi, c'est le groupe qui a créé ce réseau-là. C'est-à-dire, leur ambition, c'est de faire un réseau de vrais entrepreneurs à partir et que les universités deviennent des incubateurs d'entrepreneurs. Petits, moyens, très innovants, plus traditionnels, etc. Ce que j'ai essayé de dire, c'est que il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire le temps de maturation, c'est comme vous, Maya, vous avez un enfant, vous savez qu'il sera autonome au bout de 20 ans. Et vous faites toute une série de gestes, jour par jour, pour qu'un jour, il devienne autonome. Mais il ne faut pas espérer que c'est dans l'année prochaine. Ça fait partie de la seule. Et en réalité, en soi, ça crée une qualité de vie.
parce que c'est le chemin qui est important, ce n'est pas le but. Et 54, c'est la seule entreprise qui a marché depuis pratiquement 50 ans en Algérie, c'est-à-dire une armée de paysans analphabètes déracinés ont réussi à battre une armée. Mais après, l'industrialisation n'a pas marché, enfin, l'arabisation ne marche pas, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'il y avait un esprit. Et c'est cet esprit, cet esprit entrepreneurial où j'investis sur un chantier pour que demain, il y ait des fruits. Et à mon avis, ce que les convulsions actuelles couvrent cette potentialité. Le vrai problème qui va se poser aux gens très intelligents, c'est-à-dire les intellectuels, c'est d'aider et de ne pas compliquer la chose. Parce que quand on regarde l'histoire, les Algériens éduqués ont plutôt été des facteurs de confusion, que ce soit euh, avant 54, parce qu'ils sont soit formatés par l'école française, soit ils fantasment sur une solution islamique qui n'est pas pensée. Le seul qui a beaucoup pensé, c'est un gars de chez vous, de Constantine, c'est Malik Ben Nabi. Lui, il a élaboré une certaine conception. D'ailleurs, il y a un institut Ben Nabi en Malaisie, mais pas en Algérie. Mais l'émir Abdelkader l'a fait aussi, Saint-Augustin l'a fait avant. C'est-à-dire, euh, il faut absolument que les, les gens qui savent comprennent l'ampleur du changement, la responsabilité que ça a et éclairer le chemin. Et par exemple, cette idée de méritocratie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire depuis l'école jusqu'au gouvernement ou à l'armée, aux banques ou aux entreprises, etc., etc. Et que fait-on de ceux qui ne méritent pas? Parce que le problème, c'est qu'il ne faut pas faire trop de déchets, mais ça veut dire que le système fait que tout le monde fait des efforts pour réussir. Et en réalité, on a cette tradition. C'est-à-dire, nous, enfin ma génération, on n'étudiait pas pour l'argent, on étudiait parce que les études avaient une valeur en elles-mêmes. On s'en foutait des notes, on voulait savoir, plus qu'autre chose. Oui, en même temps, ça crée un certain confort matériel, mais ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est le savoir pour lui-même. Et de ce point de vue, le monde, disons, émergent de la route de la soie, c'est ça sa culture à l'origine. C'est une culture où on vit pour des idées et on n'utilise pas les idées pour vivre. Et 54, c'était ça. L'idée, c'est l'indépendance. Mais les gens pouvaient donner leur vie pour que. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Je veux que mon enfant soit ceci, c'est une idée. Pour le moment, c'est une idée. Mais je fais toute une série de gestes pour qu'il y arrive. Voilà. Pardon, merci. Quand vous avez parlé de l'esprit à adopter, je me suis souvenu de votre article, l'esprit 2.0. Donc, j'aimerais bien aussi que vous nous, que vous partagiez vos réflexions sur ce concept. Ben, on va faire un business, on va écrire des livres. Ce beau Beaucoup de livres. concept. Non, j'avais écrit un papier à un moment donné où je disais il faut revenir à l'esprit de novembre 2.0. Parce que novembre, il avait la particularité, c'est toujours d'être contre quelque chose. À l'époque, c'était le colonialisme. Aujourd'hui, le 2.0, c'est parce qu'il faut être pour quelque chose. Et même si je dois écarter des choses, mais c'est pour quelque chose. Et ce pour quelque chose, il faut l'inventer, c'est un champ d'innovation. Par exemple, je veux être pour des vraies banques, c'est à construire. Maintenant, et oui, je démolis des systèmes bureaucratiques, je démolis des habitudes, des types de qualifications.
qui sont obsolètes, etc., etc. Mais il faut être d'abord, je veux être pour un type d'université, ça veut dire, etc., etc. Donc, mais l'esprit de novembre, ce qu'il y avait dedans, c'est que l'Algérie est d'abord un chantier. C'est d'abord un chantier, et donc un chantier, il y a de la poussière, il y a du goudron. Vous savez, les Soudanais, ils ont une phrase, ils disent, il faut se méfier de la poussière, elle peut cacher la cavalerie. C'est-à-dire, il faut pas mépriser ça. Et un chantier, c'est la sueur, c'est beaucoup de choses. Mais à un moment donné, ça donnera un palais ou une villa ou quelque chose comme ça. Euh, et puis la deuxième des choses, c'est que peut-être que c'est pas moi qui bénéficierai, peut-être que c'est mes enfants. Moi, personnellement, je pense que ça va aller très vite parce qu'on n'a pas d'autre choix. C'est-à-dire la variable temps est une variable, comme on dit, exogène. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de, de gens de sciences exactes ici. C'est-à-dire c'est une variable indépendante dans le sens où si on ne fait pas ce qu'il faut, eh ben, l'Angleterre sera sous l'eau, l'Algérie disparaîtra. Et ça devient un espace de seigneur de la guerre, c'est tout, c'est rien d'autre que ça. Donc les échéances sont externes à la volonté des gens. C'est comme quand je plante des vignes, au moment du gel, il faut que je fasse quelque chose pour enlever, ou là, quand ça va, il faut l'enlever avant les pluies, sinon ça pourrit. Enfin, des échéances comme celle-là. Et nous avons une série de traditions comme celle-là. Le problème, c'est qu'on en est déraciné. Et c'est pour ça que je dis que les femmes réussissent un peu mieux, parce qu'elles savent que le comportement avec un enfant quand il a 3 ans, c'est pas la même chose que lorsqu'il a 15 ans, que lorsqu'il a 3 mois, etc. Donc, le temps, c'est pas elle qui décide. Elle sait qu'à 15 ans, il est adolescent, donc il a une crise. À 2 mois, il sait pas marcher, donc il faut pas le forcer, il faut le nourrir, il faut. Donc, il y a un certain bon sens complètement ordinaire de la pratique de tout le monde à transposer dans les grandes affaires. Mais cette idée de 2.0, c'est essentiellement, il faut être pour quelque chose. Quelle Algérie veut-on? Quel cadre de vie, même on va l'appeler autrement, mais supposons que c'est plus l'Algérie, elle s'appelle autrement. Quel cadre de vie veut-on qui soit agréable pour tout le monde, qui donne de l'espoir pour tout le monde? Point. Et quelle est la priorité? Pour moi, la priorité maintenant, c'est de donner un horizon aux jeunes, parce que les jeunes sont asphyxiés. Et ça, c'est explosif. Il faut savoir que ça, c'est une bombe. Quand on a des jeunes, autant de jeunes qui n'ont aucun horizon, on est assis sur une bombe. Mais la bombe, il n'y a pas que nous. Les Européens sont sur même la bombe Algérie, les Européens sont dessus parce qu'ils ont participé à la créer. Donc la désamorcer demande de trouver les solutions qu'il faut. Voilà, merci. Merci, Monsieur Zabouri. Vous avez à la fin utilisé deux mots, horizon et libérer les jeunes. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer encore une fois que l'école a libéré les initiatives et a donné la chance aux étudiants de créer un club qu'ils ont baptisé Horizon. Voilà, ESCF Horizon. Et demain, Inch'Allah, ils vont organiser le premier événement à l'école. Je leur souhaite beaucoup qu'ils puissent apprécier vraiment ce moment de partage parce que ce genre de manifestation scientifique, c'est vraiment partager pour savoir plus. Et c'est ce que vous avez fait avec nous, Monsieur Zabouri. Je vous remercie. Donc, vous nous avez éclairé, vous nous avez donné de l'espoir, vous nous avez donné une idée globale sur pas mal de pays. Je vous remercie. Donc, je vous cède la parole pour une dernière conclusion. La principale conclusion, c'est que d'abord, l'horizon est meilleur, et je le dis en tant que scientifique, pas seulement parce que c'est mon espoir, c'est que parce que des mutations comme celle-là auraient pu être beaucoup plus sanglantes. On a évité une guerre mondiale parce que des mutations comme celle-là, elles ont coûté
le démantèlement du monde musulman, par exemple, l'émergence de l'Europe avec un esclavagisme terrible. La deuxième des choses, c'est que c'est extrêmement sérieux et complexe, et donc il y a une seule approche qui est valable, c'est beaucoup de modestie. Beaucoup de modestie parce que c'est beaucoup plus complexe il faut pas des listes d'épicerie qui sont superficielles. Par exemple, bâtir des banques en Algérie ou bâtir une véritable comptabilité, c'est c'est d'une très grande complexité, mais en même temps, les solutions existent. Et là, non seulement il faut s'aider entre Algériens, mais il faut s'aider avec d'autres parce que le problème, il est commun. Les Chinois, ils ont inventé une notion, c'est qu'ils disent, nous avons un destin commun. On coule tous, ou par exemple, ils ont intérêt à ce que l'Inde décolle, malgré les quelques turbulences à droite à gauche, ils ont intérêt à ce que toute une série de choses arrivent, mais c'est de l'intérêt intelligent. C'est tout, c'est comme un père, il a intérêt à ce que son fils réussisse, même s'il doit se dévouer, parce que c'est une forme d'intelligence. En tout cas, je vous remercie et je demanderai si jamais un jour je reviens, j'exige que les étudiants interviennent, même Bedderga. Parce que je sais que... Et je valide moi aussi. C'est ça. Je sais que je vous écrase avec des idées trop complexes, un peu inattendues, mais n'hésitez pas à poser les problèmes comme vous les ressentez. Et il faut savoir une chose, dans une classe, la première des choses, c'est qu'on ne sait pas. Donc, il ne faut pas avoir honte de poser la question, je ne comprends pas. C'est tout simplement, c'est ça la fonction de la classe, c'est d'apprendre. Normalement, je suis le meilleur exemple parce que je ne suis pas économiste, mais je m'intéresse parce que je me dis chaque échange est bénéfique. On ne perd jamais, on gagne toujours en posant des questions et en avançant. Voilà. Merci, Monsieur Zaboré. Merci à l'ensemble des participants. Ce fut un plaisir. Vraiment, ce webinaire est exceptionnel parce comment dirais-je, il coïncide avec le mois du savoir. Donc, on a appris beaucoup de choses avec vous. Je vous dis à très bientôt. Merci. Je vous dis à très bientôt. Voilà. Donc, je vais essayer de partager ce webinaire avec vous. Et si on a d'autres questions, je n'hésiterai pas à vous les communiquer. Voilà. C'est beau, merci. Merci, au revoir.